l'école élémentaire, avec donc les collègues qui vont recevoir les mêmes enfants en fin de grande section, et lorsqu'ils vont aller au CP pour rencontrer les enseignants de CP. Alors je dirais que dans le champ de l'enseignement ordinaire, non. Après, dans le champ du handicap, oui. C'est-à-dire que ces rencontres, elles perdurent dans le temps de l'école élémentaire, entre les familles et les enseignants. Voilà. Oui, quelle que soit l'orientation, CP ou PLIS, quelle que soit l'orientation. Il y a un suivi quand même de ce qui s'est passé en amont. Alors, administrativement, on est tenu à une rencontre annuelle avec le référent en équipe de suivi pour pouvoir échanger sur l'orientation. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on est plutôt autour pratiquement de 2-3 rencontres dans l'année. En général, 2 rencontres quand tout se passe bien, une rencontre plutôt en début d'année où on témoigne de ce qui s'est passé l'année précédente, souvent parfois quand les écoles sont proches avec l'enseignant qui était dans l'année précédente, et une rencontre en fin d'année pour pouvoir discuter de l'orientation de l'enfant, pour voir comment son cursus va continuer. Quand c'est plus problématique, là, on multiplie les rencontres à l'envie. Moi, j'invite souvent les enseignants à ne pas hésiter, et aux directeurs d'école, puisqu'ils en sont comptables, de ces équipes de suivi, sont comptables du suivi des élèves, donc de ne pas hésiter à convoquer une équipe éducative, et je suis souvent à leur disposition quand ça ne va pas bien, de qui que ce soit, que ça ne va pas bien du côté de l'enseignant, que ça ne va pas bien du côté des soignants, que ça ne va pas bien du côté des parents ou de l'enfant. Et de l'AVS aussi. Et de l'AVS également, voilà. Elles assistent systématiquement aux équipes de suivi. Ça, c'est important. Et en tout cas, de pouvoir poser. Et là, je suis là pour positionner les acteurs, pour rappeler le rôle de chacun. Et voilà. Et c'est ce qui se passe. Bon, je vais une douzaine de fois dans l'année. Je ne suis pas extrêmement sollicité. Voilà, pas plus que ça, parce que globalement, ça se passe bien. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe pas mal. Alors tout à l'heure, vous parliez justement du rôle et de la place de chacun au niveau des équipes éducatives et puis au niveau de l'école tout simplement. Donc à savoir, moi j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur la place de l'AVS par rapport à l'enseignant et puis de l'AVS par rapport aux parents. Alors je vous disais que j'avais pris l'habitude de recevoir l'AVS et l'enseignant quand on décide quand la MDPH, la maison décide d'attribuer un AVS à un enfant, j'avais coutume de rencontrer au préalable l'AVS et l'enseignant ensemble. Alors soit à mon bureau, soit à l'école maintenant. Avant c'était à mon bureau. Pour éviter cette solennité, on va dire c'est souvent à l'école maintenant. Et on cale un peu, alors c'est moi ou le conseiller pédagogique, et on cale un peu quel va être le fonctionnement entre l'AVS et l'enseignant, quel est le rôle de chacun. Comment il va pouvoir accompagner l'enfant dans son rôle, comment on va communiquer aux familles, comment la communication va se mettre en place vis-à-vis de la famille sur ce qui se passe dans la vie de l'école, qui est en charge des enseignements, qui est en charge de l'accompagnement, et voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que pour éviter des situations où on aurait un AVS un peu en détresse aussi, ça arrive, vis-à-vis d'un enfant, ça m'est arrivé, où l'enfant frappait l'AVS toute la journée, et celle-ci était couverte de bleu, et il n'y avait pas d'alerte, alors qu'on voyait ces choses-là se produire. C'est pas possible, un enfant ne peut pas frapper un adulte toute la journée, même si sa problématique fait qu'il a du mal à contrôler ce type de pulsion. Et là, l'enseignant, il doit pouvoir se positionner. Donc, sur cette situation-là, j'étais amené à intervenir. On s'est rencontrés, on a cadré le fonctionnement. Voilà. Sachant que l'AVS, ça peut être une aide ou un frein. Il peut faire filtre aussi, non seulement entre la relation entre les parents et l'enseignant, mais il peut faire filtre entre la relation avec l'enseignant au sein de la classe. C'est-à-dire que finalement, la parole n'arrive plus directement à l'enfant, elle est toujours filtrée par l'AVS. Et moi, je dis que l'objectif à atteindre, et c'est ce que je dis toujours aux AVS quand je les reçois, c'est qu'elles doivent contribuer à leur disparition. Puisque ce qu'on souhaite, c'est que les enfants, un jour, soient autonomes. C'est le souhait des parents, c'est le souhait de l'enfant, certainement, même s'il ne peut pas encore le formaliser, c'est qu'à un moment donné, il va pouvoir mener une activité autonome. Alors peut-être qu'il aura besoin quand même d'une auxiliaire de vie, adulte peut-être, mais peut-être pas. Et donc l'idée, c'est de contribuer le plus possible à sa disparition. Pas forcément, mais en tout cas tendre vers ça. Ça veut dire que l'idée que l'AVS ne soit pas tout le temps à côté, assise à côté de l'enfant, quand ce n'est pas nécessaire. Il y a des moments de la journée où l'AVS n'a pas besoin d'être au contact de l'enfant. Et donc ça, je le travaille avec les enseignants, parce que finalement,
on s'accommode facilement d'une situation où on a quelqu'un qui s'occupe de l'enfant et finalement on n'a plus trop à s'en occuper. Et on a une classe apaisée apparemment, puisqu'on fonctionne avec les autres, et puis cet enfant est complètement pris en charge. Oui, parce que pour l'enfant, il faut quand même que le référent, ce soit l'enseignant. Voilà, donc avant d'être l'AVS. Et c'est la grande difficulté, et c'est peut-être ce qui se noue souvent avec l'AVS, parce que pour l'AVS c'est valorisant, il noue une relation forte avec un enfant, donc c'est valorisant avec les parents aussi, puisqu'il devient un référent pour les parents. Sauf que des fois on perd de vue évidemment la dimension d'apprentissage et la dimension éducative avec l'enseignant. Donc je leur demande souvent, enseignants, quand je travaille avec eux en formation ou quand je les inspecte au sein de la classe, de me positionner l'AVS, de me dire mais à quel moment elle est là, à quel moment on peut penser qu'elle n'est pas forcément là, à quel moment elle peut être au sein d'un groupe d'enfants, avec l'enfant, ou pas. Tout à fait. Voilà. Et tout ça, ça doit être dialogué avec la famille. C'est-à-dire que c'est l'équipe, ça ne peut passer que par l'équipe de suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas moi non plus qui vais prendre une décision, ni l'enseignant, ça ne peut passer que par l'équipe de suivi. Parce qu'il faut rassurer tout le monde sur le rôle de l'AVS et qu'on ne prive pas l'enfant du droit qu'il a d'avoir un AVS. Donc il faut qu'on le décide collectivement. C'est-à-dire qu'on va expérimenter, on va se dire on va essayer d'avoir moins de moments où l'AVS est présent avec l'enfant. Et ça doit être validé par les soignants aussi. Parce que des fois, ce n'est pas possible. Pour certains enfants, il faut que ce soit beaucoup plus contenant et la présence physique de l'AVS est importante. Voilà. Mais tout ça doit être dialogué. Donc ça peut pas être unilatéral. Même si c'est mon souhait, même si c'est ma volonté, c'est jamais quelque chose que je pose comme ça. Quand j'en parle à l'enseignant, c'est pour qu'il puisse le poser à l'équipe de suivi. Je ne lui demande pas de faire ce que je viens de lui dire. Voilà. Donc ça, c'est important de toujours référer au collectif et à l'équipe de suivi. Oui, et puis ça permet aussi à l'enseignant de travailler un peu en direct avec l'élève. Exactement, sans l'AVS. Voilà. Et l'AVS, malgré tout, même si elle est nommée pour un enfant en particulier, elle peut très bien être amenée à s'occuper d'autres enfants qui seraient dans le besoin d'aide au sein de la classe et avoir un œil un peu distancié avec l'enfant dont elle a priori initialement la charge. Sachant qu'a priori l'évolution devrait être celle-ci, puisqu'on devrait maintenant recruter des AVS collectives, c'est-à-dire pour plusieurs enfants, qui seraient rattachés, mutualisés, qui seraient rattachés à l'école et non plus à l'enfant. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment très très effectif, mais ça commence à se faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire de pouvoir considérer, d'abord, ça professionnalise à l'évidence les AVS dans leur rôle, donc ça les sort aussi d'une certaine précarité, et ça permet de les positionner comme un référent pour l'école, pour tout ce qui a trait au handicap, et d'avoir une grande souplesse de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur tu dois rester 6 heures avec cet enfant, non. Tu vas rester avec cet enfant parce qu'il y a une nécessité d'être avec cet enfant pendant tant de temps, et pas plus. Voilà. Et avec ce jeu-là, et ça devrait être intéressant. Oui, puisqu'il fait aussi que l'enfant pourra s'adapter à travailler sans forcément avoir l'AVS. Sans l'AVS. Et que l'enseignant pourra aussi être amené à recevoir l'enfant, même si l'AVS n'est pas disponible à ce moment-là. Exactement. Voilà. Ça, c'est une évidence. Alors, à votre avis, quels seraient les points améliorés pour favoriser la complémentarité entre les différents professionnels? Et j'entends entre les différents professionnels, je pense notamment aux équipes de soins. Alors, pour moi, c'est possible, pour avoir travaillé dans d'autres départements, pour avoir travaillé dans les départements où on a pu intégrer littéralement la classe de l'IME qui accueillait des enfants plutôt trisomiques, en l'occurrence, mais aussi pour une autre classe plutôt autiste, au sein de l'école. Mais ça veut dire une volonté collective de la part de l'IME de délocaliser sa classe. Ça, alors à condition que l'IME le souhaite, à condition que l'IME aussi délocalise une part du personnel soignant au sein de l'école pour accompagner les enseignants, parce que c'est très difficile quand même à mettre en œuvre quand les enfants sont plus lourdement handicapés que ceux qu'on peut accueillir. Donc il faut vraiment un travail collectif. Et ça demande aussi de faire dépasser les peurs aux enseignants et d'associer l'ensemble de la communauté de parents à ces décisions. Alors moi je l'avais fait il y a 8 ou 9, ou un peu plus, une dizaine d'années. On avait délocalisé tout simplement une classe de l'IME, mais il y avait une volonté collective, mais de la mairie également. Ça s'était très 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 bien passé, mais il avait fallu accompagner ce type de projet. Donc ça, c'est un mode possible de communication.
souvent, les instituts de soins, en tout cas, sont frileux à l'idée de délocaliser leur personnel à l'école. Ils le font peu. Ça, on peut peut-être le regretter, hein, c'est le mode de fonctionnement. Toutefois, ils sont favorables à des relations établies où on voit les enfants qui, dans leur temps de scolarisation, ont des temps scolaires et des temps au sein de l'établissement. Voilà. Alors ça, c'est une forme intéressante de travail. J'ai plusieurs écoles, soit avec des ITEP, soit avec un IME pour les maternelles, qui travaillent dans ce sens-là, et où on accueille des enfants au-delà de l'âge de la maternelle, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont 7 ans, qui sont encore à l'école maternelle, parce que le gabarit le permet, et puis parce que ça répond aux besoins de cet enfant. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de modèle. Quand on est face au handicap, il n'y a que des histoires individuelles et qu'il faut à chaque fois inventer quelque chose. Alors, c'est jamais la même chose. Parce qu'il n'y a pas de situation identique, il n'y a pas de besoin identique. En tout cas, les écoles, moi, ce que je sais, c'est qu'elles sont prêtes à accueillir des soignants. Après, il faut voir quelle évolution le ministère souhaite faire par rapport à ça. Elles y sont prêtes parce qu'elles en ont besoin, tout simplement. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Bonne continuation. Alors, cet inspecteur de l'Éducation nationale nous a vraiment dit beaucoup de choses très intéressantes, très pertinente, je trouve. Je retiendrai dans un premier temps tous les liens que fait cet inspecteur de l'Éducation nationale avec les enseignants, avec les AVS, toutes les rencontres qu'il fait aussi avec les parents, ses participations aux équipes de suivi de la scolarisation, point que je trouve essentiel on le demande, il est amené effectivement à participer à ces réunions. Et je trouve que c'est formidable qu'un inspecteur puisse se déplacer et donner son temps à cette écoute. Donc ça fait partie effectivement de ses missions, hein, comme il l'a bien dit. Je retiendrai aussi qu'il valorise une école bienveillante. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur celle que vous avez vue en préambule, celle où je vous ai présenté Guillaume. Vous vous souvenez ce qu'a dit Valérie, la maman de Guillaume, quand il est rentré à l'école maternelle? Eh bien, dans un premier temps, il s'asseyait, il s'allongeait par terre dans le coin bibliothèque, dans le coin lecture. Et puis, l'enseignante, l'ATSEM, le laissait là, tranquille. Elles lui ont laissé le temps de venir à l'école, le temps d'être avec ses pairs, le temps de venir s'asseoir à table. Et puis, vous avez bien vu, en regardant, en observant Guillaume à 13 ans, mais petit à petit, finalement, il est rentré dans les apprentissages avec des supports adaptés, la maman l'a bien dit. Et puis, il est venu à table, il a travaillé. Et ce que nous dit cet inspecteur aussi, en donnant des exemples quand même très concrets, c'est que justement, à l'école, il faut laisser le temps à l'enfant. C'est le temps de venir, d'être bien, ne pas forcément aller le surstimuler, et que c'est aussi dans un premier temps à l'enseignant qui est dans la classe, à la VSI, d'aller rencontrer cet enfant, d'aller le chercher là où il est. Et puis petit à petit, on l'a vu, il y a vraiment un lien très fort à faire à ce niveau-là entre ces deux interviews. Petit à petit, l'enfant va rentrer dans les apprentissages et vraiment devenir un élève à part entière. Alors, par rapport à cette interview, ce que j'ai trouvé aussi de très pertinent, parce que pour avoir rencontré de nombreux enseignants, et puis l'enseignante que je suis, souvent, quand on a à travailler avec des enfants en situation de handicap, quels qu'ils soient, hein, pas forcément de l'autisme, mais tous les parents d'enfants qui ont un handicap, ça demande du temps. Du temps pour les rencontres, du temps pour pouvoir discuter, échanger. Et ce temps, l'inspecteur de l'Éducation nationale ici interviewé l'a proposé tout simplement aux enseignants de sa circonscription, comme vous l'avez vu. Donc voilà, au lieu de faire des heures de soutien hein, qui sont dans leurs fonctions, finalement ils utilisent ces heures pour rencontrer les parents. Donc les aides personnalisées sont utilisées vraiment dans un sens très pertinent, puisqu'il y a dans cette rencontre un vrai dialogue avec les familles, et un vrai dialogue qui se traduit aussi par un écrit professionnel, un écrit qui reste, un écrit qui pose la scolarisation et qui vraiment favorise l'inclusion de l'enfant.
Ce temps aussi permet aux enseignants et aux familles non seulement d'échanger, de se rencontrer aussi avec l'enfant, comme il l'a dit, et puis aussi de rencontrer les soignants, parce que malgré tout, il ne faut pas le négliger. Autour de cet enfant, comme on le déclinera tout à l'heure, il y a toute une équipe, tout un staff, j'allais dire, médical, de soins, d'éducateurs ou d'intervenants, même à domicile. Et du coup, l'enseignant peut aussi avoir du temps pour ces échanges. Alors s'il manque effectivement la donnée temps, là c'est une possibilité de la faire. Ensuite, je reviendrai aussi sur un point qui me semble vraiment essentiel quant à la scolarisation et à sa réussite pour l'enfant, et que monsieur l'inspecteur a fortement souligné, c'est de ne pas partir des difficultés. De ne pas partir des difficultés rencontrées, qu'on peut être amené à rencontrer, mais de partir sur cette espèce d'école bienveillante. Qu'est-ce qu'ont donné les parents? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Et puis qu'est-ce qu'ils attendent de l'école? Et puis vraiment de voir l'enfant dans sa globalité, comme il le dit très bien, et de partir de cet espace finalement entre les parents, l'enfant, l'école, cette école bienveillante, pour réussir à faire cette inclusion de l'enfant. Un dernier point, parce que j'en ai parlé juste avant au niveau des ESS, des équipes de suivi de la scolarisation. Donc l'IEN préconise effectivement 2 à 3 rencontres en ESS formalisées, comme on en avait parlé justement, il y avait plutôt une seule rencontre, mais pas 2 ou 3, voilà. Mais aussi, il insiste sur le point où il ne faut pas hésiter à faire des équipes de suivi, tout simplement, à se rencontrer, et ne pas hésiter non plus à solliciter l'inspecteur si besoin est, que ce soit l'enseignant qui peut avoir à solliciter l'inspecteur, ou aussi l'AVS qui peut avoir à solliciter l'inspecteur, parce qu'il y a un besoin. Effectivement, ça peut arriver qu'une AVS ne soit pas tout à fait en accord avec un enseignant ou avec un enfant, même ça peut arriver, et l'AVS a tout à fait la possibilité de solliciter son inspecteur, de pouvoir éventuellement changer de poste ou de remédier à ces difficultés. Voilà, la porte est ouverte. C'est vraiment cette perception que j'ai sentie, et le résultat, il nous le dit. Le résultat, ce sont que les relations sont extrêmement apaisées et que finalement, on l'interpelle très peu parce que ça se passe bien. Ce temps qui a été donné à tous permet qu'au niveau de la scolarisation, dans l'ensemble, ça se passe bien. Alors, je reviendrai aussi sur le rôle et la place de l'AVS, parce que monsieur l'inspecteur en a quand même beaucoup parlé. Et cette idée que l'AVS et l'enseignant soient reçus ensemble, je trouve que c'est aussi quelque chose de formidable, parce que ça permet de poser le positionnement de chacun, le rôle et puis la fonction de chacun. J'ai bien entendu dans son discours que l'AVS n'est pas toujours présente, ne doit pas être systématiquement là à côté de l'enfant, sauf quand c'est extrêmement nécessaire, on est bien d'accord, mais en même temps que le rôle et la posture de l'AVS, c'est aussi de favoriser l'autonomie de l'enfant et petit à petit de s'en détacher. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'enfant y grandisse et qu'on lui permette de grandir. Elle est là, elle est présente, mais pour autant, l'enfant doit pouvoir apprendre à travailler seul, un peu avec ses pairs, comme nous allons aussi le détailler tout à l'heure. Et puis, mais en cas de besoin, mais elle est présente. Voilà. Pour autant, l'AVS, comme il l'a bien dit, ne doit pas faire filtre entre l'enseignant et l'enfant, puisque l'enseignant est quand même dans sa posture d'enseignant, j'allais dire le maître à bord, c'est lui quand même qui est l'enseignant de sa classe, l'AVS a d'autres fonctions, voilà, mais l'enseignant reste l'enseignant. C'est un peu redondant, j'allais dire, mais en même temps, il faut bien le stipuler. Et le but, c'est de ne pas perdre la dimension d'apprentissage. Il n'y a pas que la sociabilisation. L'enfant va à l'école maternelle pour être sociabilisé, ce qu'on entend par maintes et maintes fois. Non, l'enfant va à l'école maternelle d'abord pour apprendre. Pour apprendre, donc avec l'enseignant et avec l'AVS. Et bien entendu, donc vous pouvez aussi voir sur le document des AVS qui a été mis sur l'écrit sur Canal Autisme. Donc il y a un schéma que vous pourrez voir avec les différentes postures de l'AVS. Et le retrait de l'AVS
est possible, peut se faire hein, quand l'enfant est apaisé et que tout se passe bien. Et bon, moi je retiens aussi hein, que l'enfant du coup peut être accueilli à l'école, même si l'AVS n'est pas disponible, si elle est occupée ailleurs par un autre groupe d'enfants, l'enfant a sa place à l'école. Voilà, je vous remercie pour avoir vu cette interview, puis je remercie aussi monsieur l'inspecteur de cette participation pour Canal Autisme.